La vraie raison pour laquelle il ne te reste jamais d'argent. Tu as déjà eu ce moment. Le salaire arrive. Tu te dis que ce mois-ci, ce sera différent. Cette fois, tu vas mettre quelque chose de côté. Cette fois, tu vas être raisonnable. Cette fois, tu contrôles. Et puis, sans vraiment comprendre comment, l'argent disparaît. Une urgence, une dépense imprévue, une occasion à ne pas manquer, une petite faiblesse. Et à la fin du mois, le compte est vide. Ou presque, comme d'habitude. Et tu te demandes où est-ce qu'il est passé. La réponse que tu t'es toujours donnée, c'est que tu ne gagnes pas assez, que les dépenses sont trop élevées, que la vie coûte cher, que tu n'as pas de chance. Ces réponses sont confortables. Elles exonèrent. Elles mettent la responsabilité ailleurs, mais elles sont fausses. La vraie raison pour laquelle il ne te reste jamais d'argent n'a rien à voir avec ton salaire. Elle n'a rien à voir avec l'inflation. Elle n'a rien à voir avec le gouvernement ou les circonstances. Elle a tout à voir avec toi, avec quelque chose que tu portes depuis des décennies sans t'en rendre compte. Quelque chose qui a été installé en toi bien avant que tu ne touches ton premier salaire. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas enfin comprendre ce mécanisme et pourquoi il est si difficile à voir de l'intérieur. Imagine Sophia. Sophia gagne correctement sa vie. Pas luxueusement, mais suffisamment. Chaque mois, elle commence avec de bonnes intentions. Une première semaine, ça tient. Elle dépense prudemment, elle se retient, elle se dit qu'elle est sur la bonne voie. Et puis quelque chose se passe. Toujours. Un mois, c'est la machine à laver qui tombe en panne. Le mois suivant, c'est un ami qui a besoin d'aide financière. Après, c'est une promotion sur quelque chose dont elle avait vraiment besoin, ou une fête qu'elle ne pouvait pas manquer. Et à chaque fois, Sophia arrive à zéro. Ce que Sophia ne sait pas encore, c'est que ce n'est pas de la malchance. C'est un programme. Le thermostat que personne ne t'a montré. Il y a dans ton inconscient quelque chose que j'appelle un thermostat financier. Tout comme un thermostat dans une pièce maintient une température constante. En chauffant quand il fait trop froid, en refroidissant quand il fait trop chaud, ton inconscient maintient ton niveau financier dans une zone qu'il considère comme normale. Cette zone n'a pas été choisie par toi, consciemment. Elle a été programmée par les conversations que tu as entendues sur l'argent quand tu étais enfant, par les disputes que tes parents avaient à propos des factures, par toutes les fois qu'on t'a dit « nous n'avons pas les moyens », par les croyances transmises silencieusement de génération en génération. Ton thermostat financier a une température et il la défend. Quand tu commences à monter au-dessus de cette température, quand l'argent commence à s'accumuler, quand les comptes commencent à être positifs, quand tu commences à prendre de l'élan, quelque chose se déclenche. Une urgence apparaît, une dépense imprévue surgit, une opportunité trop belle pour être vraie se présente, une envie irrésistible surgit de nulle part. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton thermostat qui fait son travail, qui te ramène à la température qu'il connaît, à la zone de confort de la pénurie. Et voici ce qui est le plus insidieux. Ces événements semblent toujours venir de l'extérieur. Le chauffe-eau qui casse, l'ami qui a besoin d'argent, la promotion au bon moment. Mais en réalité, c'est ton inconscient qui crée les conditions pour que tu restes où tu es. Pas par méchanceté, par habitude, par peur, parce que l'inconscient appelle sécurité. Les deux questions que ton cerveau pose en secret. Chaque fois qu'une opportunité financière se présente dans ta vie, une augmentation, un investissement, une décision d'épargner, ton inconscient pose deux questions, silencieusement, en une fraction de seconde. Première question, est-ce que je me sens capable de cela? Deuxième question, est-ce que je me sens digne de cela? Si la réponse à l'une de ces deux questions est non, tu sabotes, tu trouves une excuse, tu procrastines, tu rates l'opportunité, tu dépenses l'argent avant qu'il ne soit trop visible. Ces réponses ne viennent pas de ton analyse rationnelle, elles viennent de quelque chose de beaucoup plus profond. Tes blessures émotionnelles. Si tu as grandi en entendant que tu n'étais pas assez intelligent, assez travailleur, assez méritant,
Ta capacité a été blessée. Si tu as grandi en voyant ta famille peiner financièrement pendant que d'autres prospéraient, ton sentiment de mérite a été blessé. Et ces blessures ne guérissent pas avec le temps. Elles ne disparaissent pas quand tu grandis. Elles continuent d'opérer. Elles continuent de décider pour toi chaque jour ce que tu peux avoir et ce que tu ne peux pas avoir. Tout problème d'argent est en réalité un problème d'estime de soi. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce qui se passe dans ton inconscient à chaque décision financière que tu prends. Les 5 façons dont ton inconscient vide ton compte. Il y a 5 comportements précis qui maintiennent les gens dans le cycle de la pénurie. 5 saboteurs silencieux qui agissent en automatique sans que tu t'en rendes compte. Le premier, tu attends que l'argent reste à la fin du mois. Je vais épargner ce qui reste. Mais il ne reste jamais rien. Parce que l'argent disponible sera toujours dépensé. Le cerveau est câblé pour ça. La logique doit être inversée. Tu te paies en premier, avant tout le reste. Même 2%, même 5%. L'acte de te payer en premier envoie un message profond à ton inconscient. Je mérite de recevoir. Je suis une priorité dans ma propre vie. Le deuxième, tu consommes par émotion, pas par décision. La tristesse, l'ennui, l'anxiété, la célébration. Dans tous les états émotionnels, la solution est la même, dépenser. Pas parce que tu en as besoin, parce que ça remplit quelque chose, temporairement. Et dès que la dépense est faite, le vide revient, plus profond qu'avant, avec la culpabilité en bonus. Le troisième, tu t'entoures de personnes qui ont une relation de peur avec l'argent. Tu te comportes comme la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ce n'est pas un jugement sur ces personnes, c'est une loi de la psychologie sociale. Si ton entourage se plaint constamment de l'argent, vit dans une énergie de manque, critique ceux qui réussissent, tu absorbes cela. Tu t'alignes sur cette fréquence, inconsciemment. Le quatrième, tu minimises tes capacités et tu maximises tes peurs. Tu négocies mal ton salaire parce que tu as peur de paraître arrogant. Tu ne lances pas ton projet parce que tu imagines déjà l'échec. Tu ne demandes pas l'augmentation parce que tu te dis qu'ils vont dire non. C'est la syndrome de l'imposteur à l'œuvre. Cette conviction profonde que tu es une fraude, que quelqu'un va finir par s'en rendre compte, et que si tu montes trop haut, la chute sera encore plus violente. Le cinquième est le plus difficile à voir. Tu repousses inconsciemment la prospérité parce qu'elle t'effraie. Avoir de l'argent, c'est avoir de la responsabilité, c'est être visible, c'est risquer d'être jugé, envié, critiqué, c'est devoir maintenir un niveau. Pour beaucoup de gens, inconsciemment, la pénurie est plus sûre que l'abondance, parce que la pénurie est connue. L'abondance est inconnue, et l'inconnu fait peur. Alors le cerveau choisit la pénurie, encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change profondément à l'intérieur. Mais d'où vient vraiment ce programme? Pense à ta vie, entre 0 et 10 ans. Tu n'avais pas encore de filtre, pas de pensée critique, pas de capacité à analyser ce que tu recevais comme information. Tout ce que tu entendais, tu l'absorbais directement, comme une éponge, dans le système d'exploitation de ton inconscient. Et qu'est-ce que tu as entendu sur l'argent? On n'a pas d'argent pour ça. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont des égoïstes. Il faut travailler dur pour s'en sortir. Nous ne sommes pas des gens riches. Chaque phrase, une brique. Chaque répétition, un mur plus épais. Chaque émotion associée, la peur, la honte, la résignation. Une couche de béton supplémentaire autour de ce programme. Et ces briques ont bâti le plafond sous lequel tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas choisi ça. Mais c'est ta responsabilité d'en sortir. Parce que tout ce qui a été construit peut être déconstruit, pas instantanément, pas avec une seule vidéo, mais progressivement, conscieusement, avec les bons outils et la décision ferme de ne plus laisser un programme installé à 7 ans diriger ta vie financière à 35. Le diagnostic en 3 questions. Avant de fermer cette vidéo, je veux te donner un outil concret. Prends un cahier ou ouvre les notes de ton téléphone et réponds
honnêtement à ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que tu entendais le plus souvent sur l'argent quand tu étais enfant? Écris exactement les phrases, les mots précis, rien de romanisé. Deuxième question, à quel moment précis de ta vie l'argent disparaît-il systématiquement? Quel est le chiffre sur ton compte bancaire qui, quand tu l'atteins, déclenche toujours une dépense imprévue? Ce chiffre, c'est la température de ton thermostat. Troisième question, si l'argent n'était plus un problème dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais différemment? Pas ce que tu achèterais, ce que tu ferais, comment tu vivrais, qui tu serais. Ces 3 réponses ne sont pas des exercices théoriques, elles sont la carte de ton inconscient financier. Elles te montrent exactement où est le programme, comment il fonctionne et dans quelle direction pointer pour le changer. Tu ne peux pas traiter ce que tu n'as pas diagnostiqué, et tu ne peux pas diagnostiquer ce que tu refuses de regarder. Sophia a fini par faire cet exercice. Elle a réalisé que son thermostat était fixé à exactement 800 € de réserve. Chaque fois qu'elle dépassait ce chiffre, quelque chose se produisait. Sans exception. Pendant des années, elle avait appelé ça de la malchance. Ce jour-là, elle a appelé ça par son vrai nom, un programme. Et les programmes se changent. Pas avec de la motivation, pas avec des résolutions de nouvelle année, pas avec des citations sur le miroir, avec une décision profonde, intérieure, définitive. Je ne suis plus la personne à qui il ne reste jamais d'argent. Je suis la personne qui construit, qui se paie en premier, qui ne dépense pas par émotion, qui regarde son compte en face, sans peur, qui a décidé, une fois pour toutes, que la prospérité est pour elle aussi. Le premier mouvement est là, dans cette phrase que tu vas écrire ce soir, dans cette décision que tu vas prendre maintenant, froid et lucide. Pas demain, maintenant. Dis-moi en commentaire, quel est le chiffre de ton thermostat? À quel moment l'argent disparaît-il toujours dans ta vie? Je lis chaque réponse. À la prochaine.